Combien plus aventureuse, incertaine, démente la reconstitution que je tentais pour tromper le temps et pour me garder bien vivant l'autre soir, de 5 à 10 heures, droit dans le périscope, tandis que pour me faire circuler le sang, je bougeais lentement et mollement les jambes, comme si je suivais un rythme afro-brésilien. Repenser aux dernières années en m'abandonnant au roulis en sorceleur des atabacs, peut-être pour accepter la révélation que nos divagations, commencées comme un ballet mécanique, maintenant, dans ce temple de la mécanique, se seraient transformées en rite, possession, apparition et domination de l'exo. L'autre soir, dans le périscope, je n'avais aucune preuve que ce que m'avait révélé l'imprimante était vrai. Je pouvais encore me défendre par le doute. D'ici minuit, je m'apercevrais que j'étais venu à Paris, que je m'étais caché comme un voleur dans un inoffensif musée de la technique, pour la seule raison que je m'étais introduit sottement dans une macumba organisée pour les touristes et laissé prendre par l'hypnose des perfumadores et par le rythme des puntos. Et ma mémoire tentait tour à tour le désenchantement, la pitié et le soupçon, en recomposant la mosaïque. Et ce climat mental, cette même oscillation entre illusion fabulatoire et pressentiment d'un piège, je voudrais les conserver à présent, alors qu'avec l'esprit bien plus lucide, je suis en train de réfléchir sur ce que je pensais alors, recomposant les documents lus avec frénésie la veille, et le matin même à l'aéroport et pendant le voyage vers Paris. Je cherchais à y voir plus clair dans la façon irresponsable dont Belbo, Diota Levi et moi étions arrivés à réécrire le monde, et Diota Levi me le dirait, et à redécouvrir les parties du livre qui avaient été gravées au feu blanc dans les interstices laissés par ces insectes au feu noir qui peuplaient et semblaient rendre explicite la Torah. Je suis ici à présent après avoir atteint, j'espère, la sérénité et la mort fatigue, pour reproduire l'histoire que je reconstituais plein d'inquiétude et d'espoir qu'elle fût fausse, dans le périscope il y a 2 soirs, l'ayant lu 2 jours avant dans l'appartement de Belbo et l'ayant vécu, en partie, sans en prendre conscience au cours des 10 dernières années, entre le whisky de Pilade et la poussière des éditions Garamond. Bina, n'attendez pas trop de la fin du monde. Entrer à l'université 2 ans après 68, c'est comme arriver à Paris le 14 juillet 90. On a l'impression d'avoir raté l'année de sa naissance. D'autre part, Jacopo Belbo, qui avait au moins 15 ans de plus que moi, me convainquit plus tard qu'il s'agissait là d'une sensation qu'éprouvent toutes les générations. On est toujours sous un signe erroné, et être dignement au monde veut dire corriger jour après jour son horoscope. Je crois que l'on devient ce que notre père nous a enseigné dans les temps morts, quand il ne se souciait pas de nous éduquer. On se forme sur des déchets de sagesse. J'avais 10 ans, et je voulais que mes parents m'abonnent à un certain hebdomadaire qui publiait en BD les chefs-d'œuvre de la littérature. Mon père tendait à se dérober, non pas par parlerie, mais par suspicion à l'égard des bandes dessinées. Le but de cette revue, décrétai-je alors, citant l'enseigne de la série, car j'étais un garçon malin et persuasif, est au fond d'éduquer avec plaisir. Mon père, sans lever les yeux de son journal, dit « Le but de ton journal est le but de tous les journaux, vendre le plus d'exemplaires possible. » Ce jour-là, je commençais à devenir incrédule. En somme, je me repentis d'avoir été crédule. Je m'étais laissé prendre par une passion de l'esprit. Telle est la crédulité. Ce n'est pas que l'incrédule doive croire à rien. Il ne croit pas à tout. Il croit à une chose à la fois, et à une deuxième dans la seule mesure où, de quelque façon, elle émane de la première. Il procède en myope, avec méthode. Il ne se hasarde pas aux horizons. Quand 2 choses ne vont pas ensemble, croire à toutes les 2, et avec l'idée que quelque part il en existe une troisième, occulte, qui les unit, c'est ça, la crédulité. L'incrédulité n'exclut pas la curiosité, elle la conforte. Me méfiant des chaînes d'idées, j'aimais la polyphonie. Il suffit de ne pas y croire, et 2 idées, l'une et l'autre fausses, peuvent s'entrechoquer,
créant un bon intervalle ou un diabolus in musica. Je ne respectais pas les idées sur lesquelles d'autres pariaient leur vie, mais 2 ou 3 idées que je ne respectais pas pouvaient faire mélodie, ou rythme, jazz, si possible. Plus tard, Lia devait me dire « Tu vis de surface. Quand tu as l'air profond, c'est parce que tu en encastres beaucoup et que tu combines l'apparence d'un solide. Un solide qui, à supposer qu'il fût solide, ne pourrait se tenir debout. » Tu es en train de me dire que je suis superficiel ? Non, avait-elle répondu. Ce que les autres appellent profondeur n'est qu'un hypercube. Un cube tétradimensionnel. Tu entres d'un côté, tu sors de l'autre, et tu te trouves dans un univers qui ne peut pas coexister avec le tien. Lia, je ne sais pas si je te reverrai maintenant qu'ils sont entrés par le mauvais côté et ont envahi ton univers, et par ma faute. Je leur ai fait croire qu'il y avait des abîmes, comme ils voulaient, par faiblesse. Qu'est-ce que je pensais vraiment il y a 15 ans? Conscient de ne pas croire, je me sentais coupable parmi ceux si nombreux qui croyaient. Puisque je sentais qu'ils étaient dans le vrai, je me suis décidé à croire. Comme on prend une aspirine. Ça ne fait pas mal et on devient meilleur. Je me suis trouvé au milieu de la révolution, ou du moins de la plus étonnante simulation qu'on n'en ait jamais faite, cherchant une foi honorable. J'ai jugé honorable de participer aux assemblées et aux défilés. J'ai crié avec les autres « Fascistes, bourgeois, encore quelques mois !» Je n'ai pas lancé des cubes de porphyre ou des billes de métal parce que j'ai toujours eu peur que les autres me fassent à moi ce que je leur faisais à eux. Mais j'ai éprouvé une sorte d'excitation morale à fuir le long des rues du centre quand la police chargeait. Je rentrais chez moi avec le sentiment d'avoir accompli un certain devoir. Dans les assemblées, je n'arrivais pas à me passionner pour les opinions contrastées qui divisaient les différents groupes. Je soupçonnais qu'il aurait suffi de trouver la bonne citation pour passer de l'un à l'autre. Je m'amusais à trouver les bonnes citations, je modulais. Comme il m'était arrivé parfois, dans les défilés, de me mettre à la queue sous une banderole ou une autre pour suivre une fille qui troublait mon imagination, j'en tirais la conclusion que pour beaucoup de mes camarades, l'activité de militant politique était une expérience sexuelle. Et le sexe était une passion. Pour ma part, je ne voulais avoir que de la curiosité. Il est vrai qu'au cours de mes lectures sur les Templiers et à propos des atrocités variées qu'on leur avait attribuées, j'étais tombé sur l'affirmation de Carpocrate, selon quoi, pour se libérer de la tyrannie des anges, seigneurs du cosmos, il faut perpétrer toutes sortes d'ignominies, en s'affranchissant des dettes contractées avec l'univers et avec son propre corps, et ce n'est qu'en commettant toutes les actions que l'âme peut se délier de ses passions et retrouver sa pureté originelle. Tandis que nous inventions le plan, je découvris que de nombreux drogués du mystère, pour trouver l'illumination, suivent cette voie-là. Mais Alistair Crowley, qu'on a défini comme l'homme le plus pervers de tous les temps, et qui faisait donc tout ce qu'il pouvait faire avec des dévots des deux sexes, n'eut selon ses biographes que des femmes très laides. J'imagine que les hommes aussi, d'après ce qu'ils écrivaient, n'étaient pas mieux. Et je garde le soupçon qu'il n'a jamais fait pleinement l'amour. Cela doit dépendre d'un rapport entre la soif de pouvoir et l'hypotensia selundi. Marx m'était sympathique parce que j'étais sûr qu'avec sa Jenny, il faisait l'amour dans la gaieté. On le sent à travers la respiration paisible de sa prose et son humour. Une fois par contre dans les couloirs de l'université, j'ai dit qu'à force de coucher toujours avec la Krupskaya, on finissait par écrire un méchant livre, comme Matérialisme et Empiriocriticisme. J'ai manqué être tabassé à coups de barre de fer et il dire que j'étais un fasciste. C'est un grand Flandrin qu'il dit, avec des moustaches à la tartare. Je m'en souviens très bien. Aujourd'hui, il est complètement rasé et appartient à une communauté où on tresse des paniers. J'évoque les humeurs de l'époque seulement pour retracer dans quel état d'esprit j'ai pris contact avec les éditions Garamond et sympathisé avec Jacopo Belbo. J'y suis arrivé comme quelqu'un qui affronte les discours sur la vérité pour se préparer à en corriger les épreuves. Je pensais que le problème fondamental, si on cite « je suis celui qui est », était de décider où placer le signe de ponctuation, à l'intérieur ou à l'extérieur des guillemets. Raison pourquoi mon choix politique fut la philologie. L'université de Milan était en ces années-là exemplaire.
Alors que dans tout le reste du pays, on envahissait les amphithéâtres et assaillait les professeurs, leur demandant qu'ils ne parlent que de la science prolétaire, chez nous, sauf quelques incidents, était en vigueur un pacte constitutionnel, autrement dit un compromis territorial. La Révolution installait ses garnisons dans la zone extérieure, le grand amphi et les grands couloirs, tandis que la culture officielle s'était retirée, protégée et garantie dans les couloirs intérieurs et aux étages supérieurs, et poursuivait son discours comme si de rien n'était. Je pouvais ainsi passer la matinée au bas à discuter de la science prolétarienne et les après-midi en haut à pratiquer un savoir aristocratique. Je vivais à l'aise dans ces deux univers parallèles, et je ne me sentais pas le moins du monde en contradiction. Je croyais moi aussi qu'une société d'égaux s'apprêtait à faire son entrée, mais je disais que dans cette société, les trains devaient marcher, mieux qu'avant par exemple, et les sans-culottes qui m'entouraient étaient bien à apprendre à doser le charbon dans la chaudière, à actionner les aiguillages, à établir un horaire des chemins de fer. Il fallait bien que quelqu'un se tînt prêt pour les trains. Non sans quelques remords, je me sentais comme un Staline qui rit dans ses moustaches et pense « Faites donc, pauvre bolchevique. Moi, pendant ce temps, j'étudie au séminaire de Tiflis, et puis je me chargerai, moi, d'établir le plan quinquennal. » Sans doute parce que je vivais le matin dans l'enthousiasme, l'après-midi, j'identifiais le savoir avec la méfiance. Ainsi voulus-je étudier quelque chose qui me permit de dire ce qu'on pouvait affirmer en se fondant sur des documents pour le distinguer de ce qui demeurait matière de foi. Pour des raisons quasi fortuites, je m'agrégeai à un séminaire d'histoire médiévale et choisis une thèse sur le procès des Templiers. L'histoire des Templiers m'avait fasciné dès l'instant où j'avais jeté un œil sur les premiers documents. À cette époque où on luttait contre le pouvoir, m'indignait généreusement l'histoire du procès, qu'il est indulgent de dire fondée sur des présomptions, au bout duquel on avait envoyé les Templiers au bûcher. Mais je ne fus pas loin à découvrir que depuis le temps où ils avaient été envoyés au bûcher, une foule de chasseurs de mystères avait cherché à les retrouver partout, et sans jamais produire la moindre preuve. Ce gaspillage visionnaire irritait mon incrédulité, et je décidai de ne pas perdre mon temps avec les chasseurs de mystères, et de m'en tenir strictement aux sources de l'époque. Les Templiers étaient un ordre de moines chevaliers, qui existait en tant qu'il était reconnu par l'Église. Si l'Église avait dissous l'ordre et l'avait fait il y a 7 siècles de cela, les Templiers ne pouvaient plus exister. Et s'ils existaient, ce n'étaient pas des Templiers. Ainsi avais-je mis en fiche au moins 100 livres, mais à la fin, je n'en eus qu'une trentaine. J'entrai en contact avec Jacopo Belbo justement à cause des Templiers, chez Pilade, quand je travaillais déjà à ma thèse, vers la fin de l'année 1972. Venu de la lumière et des dieux. Le bar Pilade était à cette époque le Port-Franc, la taverne galactique, où les étrangers de Fusius, qui assiégeaient la Terre, se rencontraient sans friction avec les hommes de l'Empire, qui patrouillaient dans les ceintures de Van Allen. C'était un vieux bar au bord des Naviglis, ces canaux séculaires qui encerclent Milan, avec son zinc, son billard, et les traminots et les artisans du quartier qui venaient au point du jour se jeter un petit blanc. Autour de 68, et dans les années suivantes, Pilade était devenu un Rijkscafé, où, à la même table, le militant du mouvement pouvait jouer aux cartes avec le journaliste du quotidien patronal, qui allait se jeter un baby après bouclage du numéro, tandis que déjà, les premiers camions partaient pour distribuer dans les kiosques les mensonges du système. Mais chez Pilade, le journaliste aussi se sentait prolétaire exploité, producteur de plus-value enchaîné au débit idéologique, et les étudiants l'absolvaient. Entre 11h du soir et 2h du matin passait le fonctionnaire d'édition, l'architecte, le chroniqueur des faits divers qui guignait la page culturelle, les peintres de l'Académie de Brera, quelques écrivains plutôt médiocres, et des étudiants comme moi. Un minimum d'excitation alcoolique était de rigueur, et le vieux Pilade, gardant ses Jéroboam de blanc pour les traminots et les clients les plus aristocratiques, avait remplacé le soda et la mer Ramazzotti par une petite moustille AOC pour les intellectuels démocrates et du Johnny Walker pour les révolutionnaires. Je pourrais écrire l'histoire politique de ces années-là en enregistrant les temps et les manières dont l'on passa graduellement de l'étiquette rouge au Ballantine de 12 ans d'âge et enfin au Malte. Avec l'arrivée du nouveau public, Pilade avait laissé tomber le vieux billard, où peintres et traminots se lançaient des défis à coups de boule. Mais il avait installé aussi un flipper.
Une bille durait très peu avec moi et au début je croyais que c'était par distraction ou par insuffisante agilité manuelle. Et puis j'ai compris la vérité des années après, en voyant jouer Lorenza Pellegrini. D'abord je ne l'avais pas remarqué, mais je l'ai azimuté un soir en suivant le regard de Belbo. Belbo avait une façon d'être au bar comme s'il se trouvait là de passage. Il était chez lui depuis au moins 10 ans. Il intervenait souvent dans les conversations, aux zingues ou à une table, et presque toujours pour lancer une boutade qui gelait les enthousiasmes, quel que fût le sujet de la discussion. Il les gelait aussi par une autre technique, en posant une question. Quelqu'un racontait un fait, entraînant à fond la compagnie, et Belbo regardait l'interlocuteur de ses yeux glauques, toujours un peu distrait, tenant son verre à la hauteur de sa hanche, comme s'il avait depuis longtemps oublié de boire, et il demandait « Mais vraiment, c'est arrivé comme ça ?» Ou bien « Mais sans plaisanter, il a dit ça ?» Je ne sais pas ce qui se passait alors, mais chacun se prenait à douter de l'histoire, y compris le conteur. Ce devait être sa cadence piémontaise qui rendait interrogatives ses affirmations et moqueuses ses interrogations. Chez Belbo, cette façon de parler sans trop regarder l'interlocuteur dans les yeux, sans pour autant le fuir du regard, trahissait le piémontais. Le regard de Belbo n'éludait pas le dialogue. Se déplaçant simplement, fixant à l'improviste des convergences de parallèles, à quoi vous n'aviez pas prêté attention, en un point imprécis de l'espace, il vous donnait la sensation que jusqu'alors, vous aviez fixé obtus l'unique point insignifiant. Mais ce n'était pas rien que son regard. D'un geste, d'une seule interjection, Belbo avait le pouvoir de vous placer ailleurs. En somme, supposons que vous vous exprimiez pour démontrer que Kant avait réellement accompli la révolution copernicienne de la philosophie moderne et que vous jouiez votre destin sur cette affirmation. Belbo, assis devant vous, pouvait tout à coup se regarder les mains ou fixer son genou, ou entrefermer les paupières en ébauchant un sourire étrusque, ou rester quelques secondes bouche ouverte, les yeux au plafond, et puis avec un léger balbutiement, certes, ce Kant. Ou bien s'il s'engageait plus explicitement dans un attentat au système entier de l'idéalisme transcendantal, au fond, aura-t-il vraiment voulu foutre un tel bordel ? Puis, il vous observait avec sollicitude, comme si vous, et non lui, aviez rompu le charme, et il vous encourageait. Mais dites, car derrière tout ça, certes, il y a quelque chose qui... L'homme avait du talent. Parfois, quand il était au comble de l'indignation, il réagissait avec inconvenance. Et comme la seule chose qui pût l'indigner, c'était l'inconvenance d'autrui, en retour, son inconvenance était tout intérieure et régionale. Il serrait les lèvres, levait d'abord les yeux au ciel, puis baissait lentement son regard et la tête, et il disait à mi-voix « Mais gaste la latta ». Pour qui ne connaîtrait pas cette expression piémontaise, quelquefois il expliquait « Mais gaste la natta, ôte ton bouchon ». On le dit de qui est enflé de soi-même. On suppose qu'il tient dans cette condition à la posture anormale grâce à la pression d'un bouchon enfoncé dans le derrière. S'il l'enlève, il revient à son humaine condition. Ces interventions avaient la propriété de vous faire percevoir la vanité de tout, et j'en étais fasciné. Mais j'en tirais une leçon erronée, car je les choisissais comme modèle de suprême mépris pour la banalité des vérités d'autrui. À présent seulement, après que j'ai violé avec les secrets d'Abulafia l'âme de Belbo, je sais que ce qui me semblait à moi désenchantement, et que j'érigeais en principe de vie, était pour lui une forme de la mélancolie. Son libertinisme intellectuel déprimé cachait une soif désespérée d'absolu. Difficile de le comprendre à première vue parce que Belbo compensait les moments de chute, hésitation, détachement, par des moments de conversation affable et détendue, où il s'amusait à produire des alternatives absolues, avec hilar mécréance. C'était l'époque où il construisait avec Diota Lévy des manuels de l'impossible, des mondes à l'envers, des tératologies bibliographiques. Et de le voir ainsi, d'une loquacité si enthousiaste dans la construction de sa Sorbonne rabelaisienne, empêchait de comprendre combien le tourmentait son exil de la faculté de théologie. La vraie,
Je le compris après en avoir effacé moi-même l'adresse, tandis que lui l'avait perdue et ne s'en consolait pas. Dans les fils d'Aboulafia, j'ai trouvé quantité de pages d'un pseudo-journal intime que Belbo avait confié au secret des disquettes, sur ainsi de ne pas trahir sa vocation, tant de fois réitérée de simples spectateurs du monde. Certaines portent une date reculée, où il avait évidemment transcrit d'anciennes notes par nostalgie, ou bien parce qu'il pensait les recycler d'une manière ou d'une autre. D'autres appartiennent à ces dernières années, depuis l'époque où il avait eu Abou entre les mains. Il écrivait par jeu mécanique, pour réfléchir en solitaire sur ses propres erreurs. Il s'imaginait ne pas créer, parce que la création, même si elle produit l'erreur, se donne toujours pour l'amour de quelqu'un qui n'est pas nous. Mais Belbo, sans s'en apercevoir, était en train de passer de l'autre côté de la sphère. Il crée. Et il eût mieux valu qu'il ne l'ait jamais fait. Son enthousiasme pour le plan est né de ce besoin d'écrire un livre, fût-il seulement exclusivement, férocement fait d'erreurs intentionnelles. Tant que vous vous contractez dans votre vide, vous pouvez encore penser être en contact avec l'un. Mais dès que vous tripatouillez de la glaise, fût-elle électronique, vous voilà déjà devenu un démiurge. Et qui s'engage à faire un monde, c'est déjà compromis avec l'erreur et avec le mal. Phil Lane, 3 femmes autour du cœur. C'est comme ça. Toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux horizons, avec les gestes piteux et les regards tristes des sémaphores sous la pluie. Tu dises « Oh, Belbo, premier amour, la presse vierge. » Maman qui chante en me tenant dans son giron comme si elle me berçait, quand désormais je n'ai plus besoin de berceuse, mais je demandais qu'elle chantât parce que j'aimais sa voix et le parfum de lavande de son sein. Ô ma reine de l'Empyrée, toute pure, toute belle, toi épouse servante pucelle, toi la mère du Rédempteur. Normal. La première femme de ma vie ne fut pas mienne, comme du reste elle ne fut à personne, par définition. Je suis tombé tout de suite amoureux de l'unique femme capable de faire tout sans moi. Puis, Marilena. Marilena, décrire lyriquement le crépuscule, les cheveux d'or, le grand nœud bleu, moi dresser le nez en l'air devant le banc, elle qui marche en équilibre sur le rebord du dossier, les bras ouverts pour faire balancier à ses oscillations, délicieuse extrasystole, la jupe qui volette, légère autour de ses cuisses roses, tout en haut, impossible à atteindre. Esquisse. Le soir même, ma mère qui est en train de saupoudrer de talc les chairs roses de ma sœur, moi qui demande quand lui sortira enfin son robinet. Ma mère qui révèle que le robinet ne sort pas aux filles, qui reste comme ça. Moi, tout à coup, je revois Marilena et le blanc de ses culottes qu'on apercevait sous la jupe bleue qui flottait, et je comprends qu'elle est blonde et altière et inaccessible parce qu'elle est différente. Aucun rapport possible. Elle appartient à une autre race. Troisième femme, aussitôt perdue dans l'abîme où elle sombre. Elle vient de mourir dans le sommeil, pâle Ophélie au milieu des fleurs de son cercueil virginal, tandis que le prêtre récite les prières des défunts. Soudain, elle se dresse droite sur le catafalque, l'air renfrogné, blanche, vengeresse, le doigt tendu, la voix caverneuse. « Père, ne priez pas pour moi. Cette nuit, avant de m'endormir, j'ai conçu une pensée impure, la seule de ma vie, et maintenant je suis damné. » Retrouvez le livre de la première communion. Il y avait l'illustration où j'ai tout fait tout seul. Certes, elle était morte en pensant à moi. La pensée impure, c'était moi qui désirait Marilena intouchable, parce que d'une autre espèce, d'un autre destin. Je suis coupable de sa damnation. Je suis coupable de la damnation de quiconque se damne, juste que je n'ai pas eu les 3 femmes. C'est la punition pour les avoir voulues. Je perds la première car elle est au paradis. La deuxième car elle envie au purgatoire le pénis qu'elle n'aura jamais. Et la troisième parce qu'en enfer, théologiquement parfait, déjà écrit. Mais il y a l'histoire de Cécilia, et Cécilia est sur la terre. Je pensais à elle avant de m'endormir. Je montais sur la colline pour aller chercher le lait à la ferme, et, tandis que les partisans tiraient de la colline d'en face sur le poste de contrôle, je me voyais accourir pour la sauver, la libérant d'une ligne de brigands noirs qui la poursuivait, la mitraillette brandie. Plus blonde que Marilena, plus inquiétante que la jeune fille du sarcophage, plus pure et servante que la Vierge. Cécilia, vivante et inaccessible. Il suffisait d'un rien et j'aurais pu même lui parler. J'avais la certitude qu'elle pouvait aimer quelqu'un de ma race. C'est si vrai qu'elle l'aimait. Il s'appelait Papy, avait des cheveux blonds hirsutes sur un crâne minuscule, un homme plus que moi,
et un saxophone. Et moi, pas même une trompette. Je ne les avais jamais vus ensemble, mais tous, à l'oratoire, chuchotaient entre coups de coude et petits rires qu'ils faisaient l'amour. Ils mentaient sûrement. Ces petits paysans lascifs comme des chèvres. Ils voulaient me faire comprendre qu'elle, reine, servante et pousse pucelle, était tellement accessible que quelqu'un y avait eu accès. En tout cas, quatrième cas, moi hors jeu. On écrit un roman sur une histoire de ce genre. Peut-être devrais-je l'écrire sur les femmes qui fuient parce que je n'ai pas pu les avoir. Ou j'aurais pu les avoir. Ou c'est la même histoire. Bref, quand on ne sait même pas de quelle histoire il s'agit, mieux vaut corriger les livres de philosophie. Dans la main droite, elle serrait une trompette d'or. Je trouve dans ce fil la mention d'une trompette. Avant-hier, dans le périscope, je ne savais pas encore combien c'était important. Je n'avais qu'une référence fort pâle et marginale. Au cours des longs après-midi aux éditions Garamond, Belbeau, accablé par un manuscrit, levait parfois les yeux des feuillets et cherchait à me distraire moi aussi, qui pouvait être en train de mettre en page sur la table d'en face de vieilles gravures de l'exposition universelle, et il se laissait aller à quelques nouvelles évocations. Prenant soin de me faire tomber sur le rideau, à peine il soupçonnait que je le prenais trop au sérieux. Il évoquait son propre passé, mais seulement à titre d'exemple-homme, pour châtier une vanité quelconque. Je me demande vers quelle fin nous allons, avait-il dit un jour. Vous parlez du déclin de l'Occident? Il décline? Après tout, c'est son métier, qu'en dites-vous? Non, je parlais des gens qui écrivent. 3e manuscrit en une semaine, un sur le droit byzantin, un sur le finiste austriae, et le 3e sur les sonnets de Bafo. Ce sont des choses bien différentes, ne dirait-on pas? On dirait. Bien. L'auriez-vous dit que dans les 3 apparaissent à un certain point le désir et l'objet d'amour? C'est une mode. Je comprends encore pour Bafo l'érotique, mais le droit byzantin. Jetez donc au panier. Mais non, ce sont des travaux déjà complètement financés par le CNR, et puis ils ne sont pas mal. Tout au plus, j'appelle ces 3-là et je leur demande s'ils peuvent faire sauter ces lignes. Et ils ont l'air malins aussi. Et quel peut être l'objet d'amour dans le droit byzantin? Oh, il y a toujours moyen de le faire entrer, naturellement. Si dans le droit byzantin il y avait un objet d'amour, ce n'est pas celui que dit le type. Ce n'est jamais celui-là. Celui-là, lequel? Celui qu'on croit. Une fois, je devais avoir 5 ou 6 ans. J'ai rêvé que j'avais une trompette, dorée. Vous savez, un de ces rêves où on sent couler le miel dans ses veines, une sorte de pollution nocturne, comme peut en avoir un impubère. Je ne crois pas avoir jamais été aussi heureux que dans ce rêve. Jamais plus. Au réveil, naturellement, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de trompette, et je me suis mis à pleurer comme un veau. J'ai pleuré toute la journée. Ouais, ce monde de l'avant-guerre, ce devait être en 38, était un monde pauvre. Aujourd'hui, si j'avais un fils, et je le voyais aussi désespéré, je lui dirais « Allons, je t'achète une trompette ». Il s'agissait d'un jouet. Il ne devait pas coûter une fortune. Ça n'a même pas effleuré l'esprit de mes parents. Dépenser à l'époque était une chose sérieuse. Et c'était une chose sérieuse que d'éduquer les gamins à ne pas avoir tout ce qu'on veut. « J'aime pas la soupe aux choux », disais-je. Et c'était vrai, mon Dieu, les choux dans la soupe me dégoûtaient. Il ne disait pas « D'accord, pensez-vous, pour aujourd'hui tu sautes la soupe et tu ne prends que le plat de résistance ». Nous n'étions pas pauvres, nous avions entrée, plat principal et fruits. Nenni, monsieur, on mange ce qu'il y a sur la table. Comme solution de compromis, grand-mère se mettait plutôt à enlever les petits choux de mon assiette, un par un, vermisseau par vermisseau, babochure par babochure, et il me fallait alors manger la soupe épurée, plus dégueulasse qu'avant. Et c'était déjà une concession que mon père désapprouvait. Mais la trompette, il m'avait regardé hésitant. Pourquoi la trompette vous intéresse-t-elle tant? Moi, non, c'est vous qui m'avez parlé de la trompette à propos de l'objet d'amour, qui à la fin n'est pas le bon. La trompette. Ce soir-là devait arriver mon oncle et ma tante. Ils n'avaient pas d'enfants et j'étais leur neveu préféré. Ils me voient pleurer sur ce fantôme de trompette et disent qu'ils vont tout arranger. Eux, le lendemain, nous irions au Monoprix où il y avait tout un présentoir de jouets, une merveille, et j'y trouverais la trompette que je voulais. J'ai passé la nuit sans dormir et j'ai piaffé toute la matinée suivante. L'après-midi, nous allons au Monoprix. Et il y avait au moins 3 types de trompettes. Ce devaient être des bricoles en fer blanc, mais qui à moi me semblaient des cuivres dignes d'une fosse d'orchestre. Il y avait un cornet militaire, un trombone à coulisses
et une pseudo-trompette, parce qu'elle avait une embouchure et qu'elle était en or tout en étant munie des touches du saxophone. Je ne savais laquelle choisir et j'y ai mis peut-être trop de temps. J'ai levé toutes et j'ai donné l'impression de n'en vouloir aucune. Pendant ce temps, je crois que mon oncle et ma tante avaient regardé les étiquettes des prix. Ils n'étaient pas radins, mais j'ai eu l'impression qu'ils trouvaient moins cher une clarinette en bakélite toute noire avec des clés en argent. « Tu n'aimerais pas plutôt celle-ci » m'ont-ils demandé. Je l'ai essayée. Elle bêlait de manière raisonnable. Je faisais tout pour me convaincre qu'elle était très belle, mais en vérité, je me prenais à penser que si mon oncle et ma tante voulaient que je choisisse la clarinette, c'était parce qu'elle coûtait moins cher, la trompette devait valoir les yeux de la tête, et je ne pouvais pas leur imposer ce sacrifice. On m'avait toujours appris que quand on t'offre une chose qui te plaît, tu dois aussitôt dire non merci, et pas qu'une fois. Ne pas dire non merci et tendre tout de suite la main, mais attendre que le donateur insiste, qu'il te dise « je t'en prie ». Alors, seulement, l'enfant bien élevé cède. Ainsi, j'ai dit que je ne savais pas si je voulais la trompette, que peut-être la clarinette serait aussi bien si eux préféraient. Et je les observais par en dessous, espérant qu'ils insisteraient. Et ils n'ont pas insisté. Dieu est leur âme. Ils furent très heureux de m'acheter la clarinette, vu, dirent-ils, que je la préférais. Il était trop tard pour revenir en arrière. J'ai eu ma clarinette. Ils m'avaient regardé avec soupçon. Vous voulez savoir si j'ai encore rêvé à la trompette? Non, dis-je, je veux savoir quel était l'objet d'amour. Ah, dit-il en se remettant à feuilleter le manuscrit. Voyez-vous, vous aussi, vous êtes obsédé par cet objet d'amour. Ces histoires, on peut les manipuler comme on veut, ma foi. Et si, en fin de compte, j'avais eu ma trompette, aurais-je été vraiment heureux? Qu'en dites-vous, Casaubon? Vous auriez sans doute rêvé à la clarinette. Non, avait-il conclu d'un ton sec. La clarinette, je l'ai seulement eue. Je ne crois pas en avoir jamais touché les clés. Les clés du songe ou les clés du son? Du son, dit-il en scandant les mots, et je ne sais pourquoi j'ai eu l'impression d'être un petit plaisantin. Et enfin, on n'infère cabalistiquement rien d'autre de Vinum. Mais je parlais de ma première rencontre avec Belbon. Nous nous connaissions de vue, 2 ou 3 boutades échangées chez Pilade. Je ne savais pas grand-chose de lui, sauf qu'il travaillait chez Garamond. Et des livres Garamond, j'en avais eu quelques-uns entre les mains à l'université. Petit éditeur, mais sérieux. Un jeune homme qui va mettre un point final à sa thèse est toujours attiré par quelqu'un qui travaille pour une maison d'édition culturelle. « Et vous, qu'est-ce que vous faites » m'avait-il demandé un soir où nous étions tous les deux appuyés à l'extrême bout du comptoir de zinc, pressés par la foule des grandes occasions. C'était l'époque où tout le monde se tutoyait. Les étudiants disaient « tu » aux professeurs et les professeurs aux étudiants. Sans parler de la population de Pilade, « paie-moi à boire » disait l'étudiant de Feuilcourt au rédacteur en chef du Grand Quotidien. On avait l'impression de se trouver à Saint-Pétersbourg au temps du Jonslovski. Tous des Mayakovsky et pas un Givago. Belbon ne se dérobait pas au tu généralisé. Mais il était évident qu'il en faisait un usage comminatoire, par mépris. Il tutoyait pour montrer qu'il répondait à la vulgarité par la vulgarité, mais qu'il existait un abîme entre traiter en familier et être un familier. Je lui tutoyais avec affection ou avec passion, peu de fois et peu de personnes, Diota Lévy, quelques femmes. S'il estimait quelqu'un, sans le connaître depuis longtemps, il le vous voyait. C'est ce qu'il fit avec moi, pendant tout le temps que nous travaillâmes ensemble. Et j'appréciais le privilège. « Et vous, qu'est-ce que vous faites » m'avait-il demandé avec, je le sais maintenant, sympathie. « Dans la vie ou au théâtre » dis-je en faisant allusion au plateau Pilate. « Dans la vie. Je fais des études. »« Vous faites l'université ou des études ?» Vous ne le croirez pas, mais les deux choses ne se contredisent pas. Je suis en train d'achever une thèse sur les Templiers. « Oh, la sale affaire, dit-il. N'est-ce pas une histoire pour fou ?» J'étudie les vrais, les documents du procès. Mais vous, que savez-vous sur les Templiers? Moi, je travaille dans une maison d'édition, et dans une maison d'édition convergent sages et fous. Le métier du conseiller éditorial est de reconnaître d'un coup d'œil les fous. Quand quelqu'un remet les Templiers sur le tapis, c'est presque toujours un fou. Ne m'en parlez pas, leur nom est légion, mais les fous ne parleront tout de même pas tous des Templiers. Les autres, comment les reconnaissez-vous? Le métier, je vais vous expliquer, vous qui êtes jeune. À propos, quel est votre nom? Casaubon. N'était-ce pas un personnage de Middlemarch? J'ignore. En tout cas,
Lucas était aussi un philologue de la Renaissance, je crois. Mais nous ne sommes pas parents. Ce sera pour une autre fois. Vous remettez ça? 2 autres pélades. Merci. Donc, au monde, il y a les crétins, les imbéciles, les stupides et les fous. Il ne va pas rester grand-chose. Si, nous deux, par exemple. Ou au moins, sans vouloir offenser, moi. Mais en somme, quiconque à y regarder de près participe de l'une de ces catégories. Chacun de nous, de temps à autre, est crétin, imbécile, stupide ou fou. Disons que la personne normale est celle qui mêle à une mesure raisonnable toutes ses composantes. Ces types idéaux. Idealtypen. Bravo. Vous savez aussi l'allemand? Je le baragouine pour les bibliographies. De mon temps, qui savait l'allemand ne passait pas sa licence. Il passait sa vie à savoir l'allemand. Je crois que c'est ce qui arrive avec le chinois aujourd'hui. Moi, je ne sais pas suffisamment, comme ça je passe licence et maîtrise. Mais revenez à votre typologie. Le génie, c'est quoi? Einstein, par exemple. Le génie, c'est celui qui fait jouer une composante de façon vertigineuse en la nourrissant avec les autres composantes. Il but et dit « Bonsoir, bellissime. Tu as encore fait une tentative de suicide ?»« Non, répondit la passante. À présent, je suis dans un collectif. »« Parfait, lui dit Belbo. Il revint à moi. On peut organiser aussi des suicides collectifs, qu'en pensez-vous? Mais les fous. J'espère que vous n'avez pas pris ma théorie pour de l'argent comptant. Je ne suis pas en train de mettre l'univers en ordre. Je m'explique sur ce qu'est un fou pour une maison d'édition. La théorie est ad hoc, d'accord? D'accord. À présent, c'est moi qui paye. D'accord. Pinade, s'il vous plaît, moins de glace. Sinon, elle va pas tarder à se mettre de la partie. Alors, le crétin ne parle même pas, il bave. Il est spastique. Il plante son sorbet sur son front, par manque de coordination. Il prend la porte-tambour en sens contraire. Comment fait-il? Lui y arrive, raison pourquoi il est crétin. Il ne nous intéresse pas, vous le reconnaissez tout de suite, et il ne vient pas dans les maisons d'édition. Laissons-le à son sort. Laissons-le. Être imbécile est plus complexe. C'est un comportement social. L'imbécile est celui qui parle toujours hors de son verre. Dans quel sens? Comme ça, il pointe un index à pic hors de son verre, indiquant le comptoir. Lui, il veut parler de ce qu'il y a dans son verre, mais sans savoir comment ni pourquoi il parle en dehors. Si vous voulez, en termes communs, c'est celui qui fait des gaffes, qui demande des nouvelles de sa charmante épouse au type que sa femme vient de larguer. Je rends l'idée? Vous la rendez, j'en connais. Un imbécile est fort demandé, surtout dans les occasions mondaines. Il met tout le monde dans l'embarras, mais ensuite il offre matière à commentaire. Dans sa forme positive, il devient diplomate. Il parle hors de son verre quand ce sont les autres qui font une gaffe. Il fait dévier les propos. Mais il ne nous intéresse pas, il n'est jamais créatif. C'est du rapporté, ils ne viendront pas offrir de manuscrits dans les maisons d'édition. L'imbécile ne dit pas que le chat aboie, il parle du chat quand les autres parlent du chien. Il se mêle les pinceaux dans les règles de la conversation, et quand il se les mêle bien, il est sublime. Je crois que c'est une race en voie d'extinction. C'est un porteur de vertu éminemment bourgeoise. Il faut un salon verdurin, ou carrément une famille guermante. Vous lisez encore ces choses-là, les étudiants? Moi, oui. L'imbécile. C'est MacMahon qui passe en revue ses officiers et envoie un couvert de décoration de la Martinique. Vous êtes nègre? Lui demande-t-il, et l'autre, oui, mon général. Et MacMahon, bravo, bravo, continuez. Et ainsi de suite. Vous me suivez? Excusez-moi, mais ce soir, je fais une décision historique de ma vie. J'ai arrêté de boire. Un autre? Répondez pas, vous me faites sentir coupable. Pilade? Et le stupide? Ah, le stupide ne se trompe pas dans son comportement. Il se trompe dans son raisonnement. C'est celui qui dit que tous les chiens sont des animaux domestiques et que tous les chiens aboient, mais que les chats aussi sont des animaux domestiques et donc qu'ils aboient. Ou encore que tous les Athéniens sont mortels, tous les habitants du Pirée sont mortels et donc tous les habitants du Pirée sont Athéniens. Ce qui est vrai? Oui, mais par hasard. Le stupide peut même dire une chose juste, mais pour des raisons erronées. On peut dire des choses erronées, il suffit que les raisons soient justes. Parbleu! Autrement, pourquoi tant peiner pour être des animaux rationnels? Tous les grands singes anthropomorphes descendent de formes de vie inférieures. Les hommes descendent de formes de vie inférieures, donc tous les hommes sont de grands singes anthropomorphes. Pas si mal! Nous sommes déjà sur le seuil où vous soupçonnez que quelque chose ne cadre pas, mais il faut un certain travail pour démontrer quoi et pourquoi. Le stupide est des plus insidieux.
L'imbécile, on le reconnaît tout de suite, sans parler du crétin, tandis que le stupide raisonne presque comme vous et moi, sauf un écart infinitésimal. C'est un maître paralogisme. Il n'y a pas de salut pour le conseiller éditorial. Il devrait y passer une éternité. On publie beaucoup de livres de stupides parce que, au prime abord, ils nous convainquent. Le lecteur d'une maison d'édition n'est pas tenu de reconnaître le stupide. L'Académie des sciences ne le fait pas. Pourquoi l'édition devrait-elle le faire? La philosophie ne le fait pas. L'argument ontologique de saint Anselme est stupide. Dieu doit exister parce que je peux le penser comme l'être qui a toutes les perfections, y compris l'existence. Il confond l'existence dans la pensée et l'existence dans la réalité. Oui, mais la réfutation de Gonilon est stupide elle aussi. Je peux penser à une île dans la mer, même si cette île n'existe pas. Il confond la pensée du contingent et la pensée du nécessaire. Une lutte entre stupides. Certes, et Dieu s'amuse comme un fou. Il s'est voulu impensable rien que pour démontrer qu'Anselme et Gonilon étaient stupides. Quel but sublime pour la création, que dis-je? Pour l'acte même en vertu duquel Dieu se veut, tout finalisé pour la dénonciation de la stupidité cosmique. Nous sommes entourés de stupides. Pas d'issue. Tout le monde est stupide, sauf vous et moi. Mieux encore, sans vouloir offenser, sauf vous. J'ai bonne idée que la preuve de Gödel a quelque chose à voir là-dedans. Je ne sais pas, je suis crétin. Pilade. Mais c'est ma tournée. On partagera après. Épiménide, crétois, dit que tous les crétois sont menteurs. S'il le dit, lui qui est crétois, et il connaît bien les crétois, c'est vrai. C'est stupide. Saint Paul, lettre à Titus. Et maintenant ceci, tous ceux qui pensent qu'Épiménide est un menteur ne peuvent que se fier aux crétois. Mais les crétois ne se fient pas aux crétois. Par conséquent, aucun crétois ne pense qu'Épiménide est un menteur. C'est stupide ou pas? À vous de voir. Je vous ai dit qu'il est difficile d'identifier le stupide. Un stupide peut obtenir même le prix Nobel. Laissez-moi réfléchir. Certains de ceux qui ne croient pas que Dieu a créé le monde en 7 jours ne sont pas des fondamentalistes, mais certains fondamentalistes croient que Dieu a créé le monde en 7 jours. Par conséquent, personne qui ne croit que Dieu a créé le monde en 7 jours n'est fondamentaliste. C'est stupide ou pas? Mon Dieu, c'est le cas de le dire. Je ne saurais. Et selon vous? Ça l'est dans tous les cas, même si c'était vrai. Ça viole une des lois du syllogisme. On ne peut pas tirer de conclusion universelle de 2 propositions particulières. Et si le stupide c'était vous, je serais en bonne et séculaire compagnie. Eh oui, la stupidité nous entoure. Et peut-être par un système différent du nôtre, notre stupidité est leur sagesse. Toute l'histoire de la logique consiste à définir une notion acceptable de stupidité. Trop immense. Tout grand penseur est le stupide d'un autre. La pensée comme forme cohérente de stupidité? Non. La stupidité d'une pensée est l'incohérence d'une autre pensée. Profond. Il est 2 heures, d'ici peu de temps, Pilate va fermer et nous ne sommes pas arrivés au fou. J'y viens. Le fou reconnaît tout de suite. C'est un stupide qui ne connaît pas le truc. Le stupide, sa thèse, il cherche à la démontrer, il a une logique biscornue. Mais il en a une. Le fou, par contre, ne se soucie pas dans une logique, il procède par court-circuit. Tout pour lui démontre tout. Le fou a une idée fixe, et tout ce qu'il trouve lui va pour la confirmer. Le fou, on le reconnaît à la liberté qu'il prend par rapport au devoir de preuve, à sa disponibilité à trouver des illuminations. Et ça vous paraîtra bizarre, mais le fou, tôt ou tard, met les Templiers sur le tapis. Toujours. Il y a aussi les fous sans Templiers, mais les fous à Templiers sont les plus insidieux. Au début, vous ne les reconnaissez pas, ils ont l'air de parler normalement, et puis, tout à coup, il ébaucha un signe pour commander un autre whisky, changea d'avis et demanda l'addition. Mais à propos des Templiers, l'autre jour, un type m'a laissé un manuscrit dactylographié sur le sujet. J'ai tout lieu de croire que c'est un fou, mais un visage humain. Le manuscrit commence sur un ton calme. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Volontiers. Je pourrais y trouver quelque chose qui me serve. Je ne pense vraiment pas, mais si vous avez une demi-heure de libre, faites un saut chez nous. Au 1 de la Via Sincero Renato. Ça me servira plus à moi qu'à vous. Vous me direz tout de suite si ce travail mérite, selon vous, d'être pris en considération. Pourquoi me faites-vous confiance? Qui vous dit que je vous fais confiance? Et si vous venez, j'aurai confiance. J'ai confiance en la curiosité. Un étudiant entra, le visage décomposé. Camarades, les fascistes sont au bord du Naviglio, avec des chaînes. À coup de barre, je vais y aller, dit celui qui portait les moustaches à la tartare et qui m'avait menacé à propos de Lénine. Allons, camarades! Ils sortirent tous. Qu'est-ce qu'on fait?
On y va, demandai-je culpabilisé. Non, dit Belbeau, c'est le genre d'alarme que Pilade fait circuler pour déblayer son troquet. Pour le premier soir où j'arrête de boire, je me sens altéré. Ce doit être la crise d'abstinence. Tout ce que j'ai dit, jusqu'à cet instant compris, est faux. Bonne nuit, Casaubon. Sa stérilité était infinie. La conversation chez Pilade m'avait offert le visage extérieur de Belbeau. Un bon observateur aurait pu deviner la nature mélancolique de son sarcasme. Je ne peux pas dire que c'était un masque. Le masque, c'était peut-être les confidences auxquelles il s'abandonnait en secret. Son sarcasme donné aux représentations publiques révélait au fond sa mélancolie la plus vraie. Qu'en secret, il cherchait à se cacher à lui-même, sous le masque d'une mélancolie maniérée. Je vois à présent ce fil où, au fond, il tentait de romancer ce qu'il me dirait de son métier le lendemain chez Garamond. Et il retrouve son extrême rigueur, sa passion, sa déception de conseiller éditorial qui écrit par personne interposée, sa nostalgie d'une force créatrice jamais accomplie, sa fermeté morale qui l'obligeait à se punir, parce qu'il désirait ce à quoi il ne sentait pas qu'il avait droit, donnant de son désir une image pathétique et oléographique. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui sût se plaindre avec un tel mépris. Phil Lane, Jim de la Papaye. Voir demain le jeune Cinti. Petit 1. Belle monographie, rigoureuse, sans doute un peu trop académique. Petit 2. Dans la conclusion, la comparaison entre Catulle, les poètes Haïlovi et les avant-gardes contemporaines est la chose la plus géniale. Petit 3. Pourquoi pas en introduction?